Bonjour à tous, je remercie le CNGE pour son invitation de venir présenter et diffuser ces recommandations de bonnes pratiques dont je vais vous parler. Mais pourquoi l'AHS a décidé de faire des recommandations sur les douleurs d'épaule, l'épaule douloureuse? Donc tout d'abord, comme l'a dit Racha, c'est un motif très fréquent dans vos consultations en médecine générale. Ensuite, c'est le troisième motif pour les douleurs musculo-squelettiques après les lombalgies et les gonalgies. Enfin, l'atteinte de la coiffe des rotateurs représente 70% des douleurs d'épaule. Dans votre patientèle, vous avez forcément des patients qui ont des tendinopathies de la coiffe. Et pour la société, pour vos patients, c'est un problème de santé publique, notamment sur le retentissement socio-professionnel, parce que, bien sûr, il y a des problématiques de reconversion professionnelle. Et il faut noter qu'en France, en 2019, les troubles musculo-squelettiques représentaient 88% des maladies professionnelles reconnues, et dont 34% pour pathologie de la coiffe des rotateurs. Donc c'est un motif de consultation très fréquent. Pour la coiffe des rotateurs, pour la partie anatomie, je laisserai les experts, notamment Jordan Saunier, le rhumatologue, vous parler de l'anatomie. Deuxièmement, pourquoi la HS s'est intéressée à cette pathologie, à ces pathologies? Parce qu'il existait une étude sur le SNDS, dont vous avez entendu parler dans les présentations précédentes. En 2014, le nombre de chirurgies pour tendinopathie et rupture de la coiffe des rotateurs augmentait au cours du temps, sur les dernières années, 2012, 2013, 2014. Cette étude a montré que la prise en charge thérapeutique préopératoire était inadaptée chez un patient sur 5. On est d'accord que c'était des patients qui étaient opérés, mais on regardait le parcours du patient avant cette opération, que le patient n'avait pas eu d'imagerie, quelle qu'elle soit, en préopératoire chez un patient sur 3, et de nombreuses disparités régionales de prise en charge avaient été notées. En 2023, la Haute Autorité de Santé a renouvelé cette étude sur une population de patients beaucoup plus restreinte, sur les acromiopathies, dont on pouvait supposer que c'était des tendinopathies non rompues de la coiffe des rotateurs, et nous avons retrouvé les mêmes chiffres, notamment qu'un tiers des patients, dans leur prise en charge pré-op, n'avaient pas eu de kinésithérapie et la moitié n'avait pas eu d'infiltration. Donc cela a abouti à construire cette recommandation autour de deux objectifs principaux. Le premier, de préciser la définition de la conduite diagnostique devant une épaule douloureuse, notamment pour préciser cette démarche diagnostique clinique et définir la place de l'imagerie s'il y en a besoin. Et deuxièmement, d'améliorer la qualité de la prise en charge thérapeutique des patients ayant une tendinopathie non rompue, non traumatique de la coiffe des rotateurs, et notamment quelle est la séquence thérapeutique et si la chirurgie de la tendinopathie a une place dans cette pathologie. On m'a demandé à l'unanimité de faire un petit rappel sur comment sont construites les recommandations de bonne pratique. Donc j'espère ne pas être redondante avec les présentations précédentes. Mais donc, quand on se lance dans un projet de recommandation à la Haute Autorité de Santé, c'est qu'on a été saisi ou qu'on s'est auto-saisi. En l'occurrence, là, on était saisi par l'assurance maladie. Ensuite, on fait une note de cadrage pour définir tout ce que je viens de dire, les objectifs, les enjeux de la recommandation et quel profil d'experts seront dans nos groupes de travail. Donc, j'en viens au groupe de travail qui, lui, a pour objet, donc vous avez trois membres ici, le professeur Lorenzo, le docteur Saunier et monsieur Tizi, qui sont des experts qui ont été recrutés via des organismes professionnels. Donc, pour toutes les spécialités et les associations de patients, nous sollicitons des organismes professionnels. Donc, pour les médecins généralistes, on s'adresse notamment au Collège de la médecine générale et au CNGE. Pour les rhumatologues, au CNP, au Conseil national professionnel de rhumato, et ainsi de suite pour toutes les spécialités. Nos groupes de travail sont pluriprofessionnels, ils sont en présentiel ou en distanciel, et l'objectif de ce groupe de travail est de rédiger une version initiale des recommandations qui vont être ensuite soumises à un groupe de lecture.
Il est important de noter que s'ils ont été recrutés, nos experts, dans le groupe de travail, c'est qu'ils ont rempli une déclaration d'intérêt et que leurs liens d'intérêt, s'ils en avaient, ont été jugés compatibles avec toute la déontologie et la charte de l'expertise qui est en vigueur sur le sanitaire. Donc ils ont rempli des DPI et ils n'avaient aucun conflit d'intérêt sur le sujet. Le groupe de travail a travaillé sur l'analyse de la littérature qui a été faite et a proposé une version initiale des recommandations qui a été soumise à un autre groupe indépendant, un groupe de lecture composé également d'experts pluriprofessionnels et de patients. Il faut noter qu'à l'AHS, tous les groupes de travail, tous les groupes de lecture comprennent des patients ou des usagers selon les thématiques. Le groupe de lecture a notamment vocation à regarder l'applicabilité des recommandations, si elles sont bien lisibles, si elles sont claires, si elles correspondent bien avec l'analyse de la littérature qui a été faite. Enfin, le groupe de travail finalise ces textes après l'avis du groupe de lecture et voit s'il doit modifier certaines recommandations en fonction de ce qui a été dit par le groupe de lecture. Ensuite, il y a un processus interne à l'AHS de validation par une commission et par le collège de l'AHS. Et enfin, nos travaux sont publiés. Donc souvent, c'est quand même un délai de 18 mois, tout compris. Pour ce projet spécifique, l'analyse de la littérature, donc, qui a été réalisée par Jordan Saunier, donc, qui était le chargé de projet avec notre chef de projet, Sabine Trélu, on fait l'analyse de la littérature sur tous les domaines que vous allez voir et qu'on va vous présenter depuis 2012, parce qu'il y avait eu une précédente recommandation antérieure à 2012. Ils ont eu 5 réunions du groupe de travail, la relecture externe et enfin la finalisation des recommandations. Et nous allons lancer les cas cliniques. Racha, je vous laisse.